Bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous tous et à vous toutes. Aujourd'hui, on va parler de la modélisation, de la simulation et de l'optimisation de la culture du manioc en Côte d'Ivoire avec les mathématiques et Python. Donc, ce qu'il faut savoir pour la culture du manioc, précisément en Côte d'Ivoire, c'est que c'est une des cultures qui, je dirais, fait office de levier dans l'alimentation ivoirienne parce qu'elle est utilisée à tous les niveaux, surtout dans ce plat national qu'on appelle la tiéké, qui est consommé tous les jours par des millions de populations. En termes de chiffres, rien qu'en Afrique centrale, environ 40 millions de tonnes de manioc sont produites. Et dans la zone subsaharienne, c'est environ un demi-milliard de personnes que le manioc nourrit chaque année. Donc, euh, vu tout ça, il m'a semblé intéressant d'effectuer une modélisation, euh, une simulation, une optimisation de cette culture du manioc là, en employant différentes techniques mathématiques, euh, en employant de la programmation avec Python, mais aussi en employant euh, du deep learning avec des réseaux de neurones que nous allons voir tout à l'heure. Donc, pour la partie 1, la modélisation de la culture du manioc. Donc, la modélisation de la culture du manioc va consister à représenter mathématiquement les interactions entre les différents facteurs qui influent sur la croissance du manioc. Les principaux facteurs à considérer sont la pluviométrie, la température, la qualité du sol, les pratiques agricoles, etc. Et on va se baser sur l'équation de croissance du manioc. Donc, pour modéliser la croissance du manioc, on peut utiliser une équation de croissance logistique. Donc, il y a l'équation logistique de croissance qui existe et nous allons tout simplement l'utiliser dans notre cas de figure ici parce que cette équation est couramment employée pour modéliser la croissance des cultures. Donc, il s'agit équation euh, d'une équation logistique. Donc les équations logistiques, pour la petite explication, les équations logistiques, ce sont des équations différentielles. Voilà, ce sont des équations différentielles qui seront généralement de la forme n' de t, par exemple, va être égal à a fois n de t, le tout multiplié par 1 moins b de n de t. Voilà une forme de ce genre-là. Ou par exemple, on va définir que a et b sont deux réels positifs qui sont deux réels positifs. Et on dira que cette équation va modéliser l'évolution d'une population évoluant en milieu fermé. Les thèmes, par exemple, A fois N de T que vous allez voir dans cette forme d'équation-là, le thème pardon, A de N de T va signifier que la population a une tendance naturelle à l'accroissement. Tandis que le terme, par exemple, moins A fois B de N carré de T va donner une limite à cet accroissement. Bon, c'était une explication générale de ce type d'équation logistique. Dans notre cas ici, le n' de t, c'est le d de n sur d de t. Donc la dérivée de n par rapport au temps qui va être égale à r fois n fois 1 moins n sur k, où n est la population de manioc, t est le temps, r est le taux de croissance maximale, k est la capacité de charge du milieu. Donc, on va essayer d'implémenter tout ça en Python. Donc, on va essayer d'implémenter cette équation-là avec Python. Je vais exécuter ici. Donc, dans ce code, on a importé NumPy, Matplotlib pour NumPy pour les tableaux, pour remplir nos éléments sous forme de tableaux, Matplotlib pour les graphiques. Et on a donné des valeurs aux paramètres du modèle. Donc, R, K, N de 0, on a donné des valeurs aux paramètres du modèle. Et pour la modélisation de la croissance du manioc, on a ici, ce que je fais, c'est que je crée une fonction logistique growth, d'accord, qui suit la formule d'équation de croissance donnée plus haut, donc R fois N fois 1 moins N sur K, et qui va nous retourner d de N de T. Puis, on va faire l'intégration numérique de cette équation différentielle-là. On va utiliser SciPy, donc from scipy.integrate import odint. Après, on fait le tracé, et voilà, une fois exécuté, on aura juste en dessous
la modélisation de la croissance du manioc. Donc, on avait dit que ça suivait une équation, que l'équation de croissance était une équation logistique. Et comme toutes les équations logistiques, la courbe est en forme de S. Donc là aussi, on peut observer que la courbe est en forme de S. Puis, on va parler de la simulation de la culture du manioc en Côte d'Ivoire. Donc, la simulation de la culture du manioc va consister à utiliser le modèle que nous avons développé plus haut pour estimer la croissance de la population de manioc en fonction de données sur les conditions environnementales en Côte d'Ivoire. Ici, ce que je fais, c'est que je vais générer des données fictives sur la pluviométrie et la température en Côte d'Ivoire pour une année donnée. Donc, je n'ai pas accès à des données, aux données réelles récoltées par les organismes actuels en Côte d'Ivoire. Donc, ce que j'ai fait, c'est essayer de générer des données fictives en me basant sur les informations présentes sur Internet concernant la pluviométrie en Côte d'Ivoire, la température en Côte d'Ivoire et ce genre de choses. Donc, pour générer ces données, on peut utiliser toujours NumPy, random.c, donc random de NumPy, la fonction random, et on va appliquer ça pour générer des données dans des variables pluviométrie, température et autres. Donc, on va générer des données fictives de pluviométrie en millimètres par jour et également générer des données fictives de température en degrés Celsius par jour. On va par la suite créer un data frame qu'on va appeler data pour stocker tout ça. Et on va enregistrer le data frame dans un fichier CSV. Donc on exécute. Les données ont été enregistrées avec succès dans le fichier données fictives manioc.csv. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va utiliser les données générées pour simuler la croissance du manioc en Côte d'Ivoire. Donc on va passer une simulation. On va d'abord, pour ce faire, importer les bibliothèques dont on a besoin, donc NumPy, Matplotlib et Pandas. On va charger les données fictives à partir du fichier CSV. Donc on va définir données simulées qui va prendre les données fictives qu'on a générées, qu'on a appelées données fictives manioc.csv. On va définir la population initiale de manioc. Donc, suivant vos besoins, vous adaptez ces éléments-là. Là, pour la simulation, c'est défini, par exemple, N0, 10, engrais 10, ainsi de suite. Donc, on va utiliser les données fictives pour simuler la croissance. Et on va faire une boucle pour utiliser les données fictives pour déterminer la pluviométrie et la température du jour en question. On va donner les paramètres du modèle. Ici, R égale 0.1, K égale à 1000. C'est à vous d'adapter en fonction de la situation. Si on a des données réelles qui sont produites par les organismes en question, ce code peut être aisément adapté aux données qui me seront fournies et tout ça. Ce qu'on fait en dessous, c'est qu'on calcule la croissance de la pluviométrie pour le jour en question, la croissance de la température et la croissance de l'engrais. Donc, ça, ce sont des exemples simplifiés qui seront adaptés aux conditions réelles suivant les données qui peuvent nous être fournies. On va calculer ensuite la croissance totale du manioc par jour et on va ajouter le résultat de la population de manioc. Donc, on va utiliser juste un append, une méthode append pour le faire. Et en fin de quoi, on fait le plot de tous ces graphiques-là pour observer. Donc, je vais exécuter. Et on pourra observer ici la simulation de la croissance par jour, comment ça évolue, la population de manioc par rapport à la population de manioc par jour. Voici comment tout ça évolue. Nous allons maintenant parler de l'optimisation de la culture du manioc. Donc, l'optimisation de la culture du manioc va viser à déterminer les meilleures pratiques agricoles pour maximiser le rendement de la culture. Donc cela peut inclure la gestion de l'irrigation, la gestion de la fertilisation, la gestion du calendrier, de la plantation, ce genre de choses. Nous, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser les bibliothèques d'optimisation comme SciPy, pour résoudre
les problèmes d'optimisation liés à la culture du manioc. Par exemple, ici, on va utiliser l'optimisation pour déterminer la quantité optimale d'engrais à appliquer pour maximiser le rendement. Donc, on va utiliser scipy.optimize et de scipy.optimize, on va utiliser précisément minimize. Voilà, on va utiliser minimize qui est dans scipy.optimize. On va créer une fonction objectif pour maximiser le rendement de la culture. Après quoi, on va créer rendement qui est égal à population man, donc rendement final de la culture. Maintenant, on va donner des données, donc on va supposer qu'on a des données par rapport aux contraintes. Donc, on va fournir des données par rapport aux contraintes. Ce qu'on va faire, c'est que là, on va supposer qu'on a une contrainte budgétaire de 1000 unités d'engrais. D'accord? Donc, on définit ça. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait la recherche de la quantité optimale d'engrais. Pour ce faire, on va utiliser le minimize qu'on a pris dans scipy.optimize. Donc, pour rechercher la quantité optimale d'engrais à fournir. Et on va mettre ça dans résultat. Puis, on va chercher à afficher. J'exécute. Quantité optimale d'engrais, ici, c'est 1000 unités. Donc, la quantité optimale d'engrais, suivant les contraintes que nous avons fournies dans cette simulation, sera de 1000 unités. Évidemment, c'est à adapter en fonction de votre plantation et en fonction des données à disposition. Maintenant, on va s'attaquer à la modélisation de la distribution de l'eau dans le sol. On va parler du modèle Richard. C'est quoi le modèle Richard? Le modèle Richard est couramment utilisé pour décrire la distribution de l'eau dans le sol au fil du temps. Dans le contexte de la culture du manioc, il est essentiel de comprendre comment l'humidité du sol, par exemple, va évoluer parce que cette humidité du sol-là va influencer la croissance de la culture. L'équation de Richard en elle-même, c'est ce qu'on appelle une équation aux dérivées partielles qui va décrire la variation de l'humidité du sol. Donc l'équation de Richard est une équation aux dérivées partielles qui va décrire la variation de l'humidité du sol en fonction du temps et de la profondeur du sol. Donc là, il y a une version simplifiée de cette équation. On a d rond de θ sur d rond de t qui est égal à d multiplié par d rond au carré de θ sur d rond de z carré moins d rond de j sur d rond de z. Avec θ qui est le contenu en eau volumique du sol, t qui est le temps, z la profondeur du sol, d la diffusité hydraulique du sol, j le flux d'eau dans le sol. Donc, petit récap, c'est quoi les équations aux dérivées partielles? Donc, en mathématiques, plus précisément en calcul différentiel, une équation aux dérivées partielles qu'on aime appeler EDP est une équation dont les solutions sont des fonctions qui dépendent de plusieurs variables comme le temps et l'espace par exemple. Donc, en gros, on pourrait dire qu'une EDP, c'est un peu comme une équation différentielle classique, sauf que les fonctions vont dépendre de plusieurs variables. Donc, on peut résoudre numériquement cette équation-là, donc l'équation de Richard, avec Python. Et on va essayer de faire ça tout juste en bas en utilisant ce qu'on appelle la méthode des différences finies. Donc, on va essayer d'en parler tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir sur la méthode des différences finies, c'est que c'est sans aucun doute la méthode la plus simple de résolution de ce type d'équation. Voilà ce qu'il faut retenir pour les non-initiés aux mathématiques supérieures et tout ça, si vous voulez. Donc, dans le code qui est là, ce qu'on fait d'abord, c'est qu'on va importer les différentes bibliothèques, même pas Matplotlib. On va définir DJ, donc les paramètres du sol et de l'irrigation seront définis ici.
Donc, tous les différents paramètres seront définis. Il faut noter qu'une fois de plus, c'est à adapter suivant votre cas de figure réel. Les conditions initiales également seront définies et seront adaptées. La résolution de l'équation en elle-même, on va faire une boucle tout simplement sur le nombre de pas de temps. Donc, on va faire une boucle, par exemple, for t in range, for z, le nombre de pas de temps, et for z in range allant de 1 à 100. On va définir d de z, d de t et θ. Et on va boucler sur tout ça. Et pour terminer, on va juste faire le tracé de la distribution de l'eau dans le sol en fonction de la profondeur et du temps. Donc, on va plotter tout ça à l'aide de Matplotlib. Donc, vous pouvez observer, suivant les paramètres donnés, voici la distribution de l'eau dans le sol en fonction de la profondeur. Donc, ça va être la distribution de l'eau dans le sol en fonction de la profondeur qui est donnée en millimètres et du temps qui est donné en jours. Donc, la teneur en eau qui va varier. Nous allons maintenant parler de l'optimisation de la culture du manioc avec ce qu'on appelle les algorithmes génétiques. Donc, les algorithmes génétiques sont les méthodes d'optimisation qui sont inspirées par le processus de sélection naturelle. Bon, il faut aussi ajouter qu'elles font partie de ce qu'on appelle les méta-heuristiques. Ces algorithmes-là sont utilisés pour résoudre des problèmes d'optimisation complexes, tels que dans notre cas ici, l'optimisation de la culture du manioc. Donc, l'objectif de cette optimisation dans notre cas ici, c'est qu'on va supposer qu'on souhaite optimiser la quantité d'eau d'irrigation à appliquer pour maximiser le rendement de la culture du manioc tout en minimisant les coûts. Donc, on va utiliser Python pour cette résolution-là. On va installer Deep dont on va parler tout à l'heure. Random, NumPy, Deep. On va installer toutes les bibliothèques dont on a besoin. Et ce qu'on va faire, on va faire creator.create. Donc, dans creator.create, je vais essayer de détailler un peu ce code-là. Dans creator.create, dans cette partie du code, ce qu'on fait, c'est qu'on va créer une classe fitness multi. Donc, une classe fitness avec deux objectifs. Le poids positif 1.0 va correspondre à la maximisation du rendement, tandis que le poids négatif, si on donne un poids négatif, par exemple, moins 1.0, cela va correspondre à la minimisation des coûts. Puis, on va créer une classe individu. Donc, dans ce code, on crée ensuite une classe individu. Quand vous voyez creator.create individual, c'est qu'on crée une classe individu pour représenter les solutions de l'optimisation avec une liste d'attributions et une évaluation basée sur fitness max qui est en haut ici. On va ensuite configurer la boîte à outils. Donc, je descends pour qu'on voit ensemble la configuration de la boîte à outils. Là, on a juste défini le coût de l'irrigation, le coût de l'engrais, juste des variables qu'on a définies juste en haut là. C'est pour ça que je ne les détaille pas. Là où c'est intéressant, c'est où c'est marqué Toolbox avec toolbox.register, de tout ce qu'on peut voir. Ce qui se passe là, c'est qu'on fait ce qu'on appelle la configuration de la boîte à outils. D'accord? Par exemple, toolbox.register, attf float, ici, le premier toolbox, attf float, random.uniform. Ce qui se passe là, c'est qu'on définit une fonction pour générer des valeurs aléatoires sur un intervalle pour représenter la quantité d'irrigation et la quantité d'engrais. Donc, tout ce que vous allez voir comme toolbox.register et autres, c'est pour créer des fonctions. Donc, partout là, on essaie de créer des fonctions. Par exemple, pour individual, ça sera pour initialiser un individu avec deux attributs. Quand on observe également pour population,
Voilà, en troisième position ici pour population, ça sera par exemple pour créer une fonction pour initialiser une population avec des individus, ainsi de suite. Donc je ne sais pas s'il y a grand-chose encore à expliquer dans ce code. Quelque chose qui pourrait vous échapper. Je pense pas. Je pense vraiment pas. Donc on va passer à l'exécution. En tous les cas, si vous avez des questions, vous me les posez. Donc l'exécution est en cours. On a ici la quantité optimale d'engrais et la quantité, on a juste en dessous ici, la quantité optimale d'engrais et la quantité optimale d'irrigation qui vont s'afficher suivant les paramètres qu'on a donnés. Donc, suivant les paramètres qu'on va fournir au modèle, ces quantités-là vont varier. Donc, suivant les paramètres que vous allez me fournir et tout, ces quantités vont varier. Autre chose qui serait intéressant à comprendre, on observe ça. Gènes, Nevals, deux tableaux avec 0, 1, 2 et leur correspondance dans Nevals 168, 167, ce genre de choses. Donc, comment il faut comprendre ça? Quand on prend gène, gène va représenter le nombre total de générations. Donc, ce sont les itérations, en fait, le nombre total d'itérations qui se sont écoulées depuis le début de l'optimisation. Donc, pendant que l'algorithme tourne, le nombre total d'optimisation, le nombre total d'itérations que l'algorithme est en train de faire, c'est ça qui est gène. Et il va s'agir en fait d'un indicateur du progrès de l'algorithme à mesure qu'il évolue vers une solution optimale, tout simplement. Quant à Nevals, donc Nevals, c'est l'évaluation d'individus. Bon, ce qu'il faut comprendre là par contre, c'est que ça va représenter le nombre total d'évaluation de la fonction objectif effectuée par l'algorithme pendant toute son exécution. Donc quand on est à une itération, voici le nombre total d'évaluations effectuées par l'algorithme pendant cette optimisation-là. Quand on est à 3 itérations, c'est 187. À 4 itérations, c'est 183. Ainsi de suite. Donc, chaque fois qu'un individu est évalué pour déterminer ses performances en termes d'objectifs, ça va compter comme une évaluation. Autre chose à ajouter sur ça, ouais. C'est ce que vous allez remarquer aussi, c'est que généralement Nevals va être un indicateur qui va permettre de mesurer la quantité de ressources de calcul utilisées par votre algorithme. Donc, en résumé, ce qu'il faut retenir sur le fonctionnement de cet algorithme-là, c'est que Gen va indiquer le nombre de générations d'optimisation, tandis que Nevals va indiquer le nombre total d'évaluations d'individus réalisées pour chaque génération. Ces valeurs sont utiles pour suivre la progression de l'algorithme et pour évaluer son efficacité en termes de consommation de ressources de calcul. En clair, d'accord, c'est que plus le nombre d'évaluations est élevé, plus l'algorithme explore de solutions potentielles. C'est pour ça qu'on a parlé de méta-heuristique. Ce qui peut conduire ensuite à des résultats plus précis. Mais, en contrepartie, ce qui va se passer, c'est que ça peut également nécessiter plus de temps de calcul. Donc, c'était un peu ça pour vous expliquer un peu le fonctionnement des algorithmes génétiques. On va utiliser maintenant l'optimisation multi-objectif avec algorithme évolutif. Donc, l'optimisation de la culture de manioc peut impliquer ce qu'on va appeler des objectifs contradictoires. D'accord? Ça peut impliquer des objectifs contradictoires et multiples, tels que par exemple la maximisation du rendement. On veut à la fois la maximisation du rendement pendant que dans le même temps on veut la minimisation des coûts et on veut également la réduction de l'impact environnemental. Donc ce sont des objectifs multiples et contradictoires par moment. Donc les algorithmes évolutifs tels que le NSGA2, donc Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm 2, sont adaptés à l'optimisation multi-objectif.
Puis, quand on observe ici, on va utiliser la bibliothèque DEEP. Donc, on avait déjà utilisé DEEP un peu plus haut. C'est une bibliothèque qui sert beaucoup pour l'optimisation en Python. DEEP va signifier tout simplement Distributed Evolutionary Algorithms in Python. Donc, on va utiliser ça ici également pour notre optimisation multi-objectif. Donc, c'est le même principe que l'autre avec la création de creator, les toolbox, la définition des variables. Voilà. Et on a dit ici les différents poids. 1.0 pour la maximisation, moins 1.0 pour la minimisation. C'est le même principe de fonctionnement. Et on va essayer d'exécuter maintenant notre algorithme pour avoir le rendu. Ça tourne. Je pense que le rendu est prêt. Donc c'est la même chose, hein. Vous allez voir avec des gènes et des évals de part et d'autre qui s'affichent jusqu'à ce qu'on ait la solution ou les solutions optimales en bas. Ici, on aura ce qu'on appelle le front de Pareto et les différents points. Donc, on va essayer d'expliquer un peu plus parce que je sais que ça peut être vraiment nouveau pour beaucoup d'entre vous. Donc, en ce qui concerne l'optimisation multi-objectif avec NSG et tout de notre culture de manioc, il faut dire que le nuage de points affiché va montrer le front de Pareto, c'est-à-dire les solutions non dominées. Chaque point sur le front de Pareto va représenter une combinaison optimale de quantité d'engrais. Donc les points que là va représenter une combinaison optimale de quantité d'engrais et d'irrigation qui optimise simultanément les objectifs. Par exemple, dans notre exemple, on a dit que c'était de maximiser le rendement tout en minimisant les coûts. Donc plusieurs solutions non dominées peuvent être obtenues représentant différents compromis entre les objectifs. Les solutions qui vont être situées plus haut sur le front de Pareto vont maximiser le rendement, tandis que celles situées plus bas vont minimiser les coûts. Donc celles qui sont plus haut vont maximiser le rendement et celles qui sont plus bas ici sur le front de Pareto vont minimiser les coûts. Donc l'agriculteur peut choisir une solution, mais là ça va être en fonction de quoi? De ses préférences, mais surtout de ses contraintes budgétaires, vu que les solutions plus haut vont maximiser le rendement, certes, mais celles qui sont plus bas vont minimiser les coûts. Donc voilà, ça va dépendre des contraintes budgétaires de l'agriculteur, mais aussi de ses préférences pour le choix en question. Je pense que c'est tout. Oui, on va passer à la suite. Modèle de croissance de culture du manioc basé sur les réseaux de neurones. Donc, je sais que beaucoup attendaient cette partie. Les réseaux de neurones sont également des modèles d'apprentissage automatique puissants qui peuvent être utilisés pour modéliser la croissance de manioc en fonction de multiples variables telles que la météo, le sol, les pratiques agricoles et plein d'autres variables encore. Donc, ce que nous on peut faire, c'est qu'on peut utiliser des bibliothèques telles que TensorFlow ou PyTorch pour créer un réseau de neurones qui prend en compte les données réelles sur la culture du manioc en Côte d'Ivoire et qui va prédire la croissance future en fonction des conditions actuelles. Donc ici, c'est un modèle qu'on a créé et ce modèle-là peut être adapté pourvu qu'on ait accès, par exemple, aux données réelles de la culture du manioc en Côte d'Ivoire. Donc, si les organismes en possession de ces données-là sont d'accord pour nous les fournir ou pour me les fournir, je ne sais pas, ce serait intéressant que je travaille dessus et que je leur sorte les résultats. Mais bon, on va passer à comment implémenter cette solution-là, cette optimisation-là en Python. Donc d'abord, on importe les bibliothèques qui nous seront utiles, NumPy, Pandas, TensorFlow, Matplotlib, PyPlot, matplotlib.pyplot. Nous, on va générer des données fictives parce qu'on n'a pas accès aux données réelles. Donc, on va générer des données expérimentales. On va créer un data frame tout aussi expérimental pour nos données. Donc, le nombre de samples, ici, je l'ai mis à 1000 pour l'occasion.
donc pour l'expérience. Et on va définir dans nos data frames certains éléments, température, rainfall, soil quality, fertilizer, irrigation. Donc la température, la pluviométrie, la qualité du sol, la présence d'engrais, fertilizer, irrigation, donc l'irrigation en millimètres, ainsi de suite. Donc tout ça, ça va nous permettre de créer un data frame pour notre donnée. Une fois que ça c'est fait, on va créer une fonction de rendement basée sur les variables. Donc une fonction calculer rendement. Donc en se basant sur ces variables-là, cette fonction va faire le calcul de rendement. Et nous retourner la valeur max, donc le rendement max. Après quoi, on va faire une autre division en ensemble d'entraînement et de tests. Train size, train data, test data. Donc, on va diviser nos données en ensemble d'entraînement et de tests. On va préparer les données d'entraînement et de texte. Donc, ici, avec isTrain qui est égal à train data, ytrain, train data.values. Donc, on prépare nos données. Puis, on va créer le réseau de neurones, le modèle de réseau de neurones en lui-même. Donc, ici, on va venir préciser la fonction d'activation qu'on utilise pour notre modèle de réseau de neurones. Donc, on va utiliser ReLU, qui signifie Rectify Linear Unit. Donc, c'est la fonction d'activation que nous, on va utiliser. On va préciser les couches, le nombre de couches de notre réseau de neurones, les couches de sortie pour prédire le rendement, ainsi de suite. Après quoi, on va utiliser un optimiseur. Donc, pour la compilation du modèle, on va utiliser l'optimiseur Adam. Pour la fonction de perte, on va préciser qu'on veut qu'on utilise le mean squared error, donc MSI. Et comme étape suivante, on va passer à l'entraînement de notre modèle. Donc, on va utiliser la fonction fit. En faisant modèle.fit, on va entraîner sur nos données d'entraînement, c'est-à-dire le X-train et le Y-train. On va préciser le nombre d'époques qu'on veut, le batch size, donc le nombre de la taille des batchs, des regroupements, je ne sais pas en français si ça se dit. Également, on va préciser le validation data. Puis, on va venir plotter les éléments dont on a besoin ici pour les observer, pouvoir interpréter tout ça de façon graphique. Donc, tous les éléments qui sont ici, c'est pour la circonstance, expérimentale. Les hyperparamètres peuvent être optimisés. Le nombre d'époques, tout ça peut être optimisé suivant le cas réel dans lequel on va travailler ou suivant les données réelles qui vous sont fournies ou qui nous seront fournies par l'organisme qui détient les données réelles concernant la culture du manioc. Donc, voilà, il y a le résultat maintenant qui s'affiche. Donc, training loss, ça c'est la courbe de perte, validation loss, ça c'est la courbe réelle. Donc, on va essayer d'optimiser. La courbe de perte loss qui est affichée là, donc la courbe de perte loss qui est affichée en orange là va indiquer comment la perte du modèle, c'est-à-dire l'erreur entre les prédictions du modèle et les valeurs réelles, va évoluer au fil des époques d'entraînement. Donc, on a dit 50 époques. Une perte décroissante sur l'ensemble d'entraînement et de validation est généralement un signe que le modèle s'adapte bien aux données. Donc, on voit ici qu'il y a une perte décroissante. C'est généralement un signe que le modèle va s'adapter plutôt bien aux données. Et comment dirais-je, qu'est-ce que je voulais ajouter? Je ne sais plus. Je pense que c'est ça. Voilà. Donc, est-ce que c'était... Désolé. Voilà, le nombre d'époques ici. Comme je disais, on peut également le modifier. Et on peut modifier tous les hyperparamètres. Ce que je voulais ajouter, c'est que en les modifiant, il faut faire attention au risque de deux problèmes majeurs qui surviennent lors d'un entraînement en machine learning, en deep learning. Ce sont les erreurs c'est là que je cherchais les noms. Overfitting et underfitting. Donc,
surapprentissage et sous-apprentissage. Je ne sais pas pourquoi j'ai été les chercher si loin dans mon esprit, mais bof. Donc, en augmentant le nombre d'époques, tout ce que vous voulez, les hyperparamètres, en augmentant tout dans votre modèle, faites attention parce que vous accroissez le risque d'overfitting. En baissant également trop, faites attention parce que vous tendez aussi vers la possibilité d'underfitting. Donc, il faut savoir jongler avec les deux pour trouver les paramètres optimaux lorsque on essaie de travailler avec les réseaux de neurones sur ce genre de problème réel également. Donc, merci à vous d'avoir suivi ce mini-projet-là. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, ce projet, mini-cours, je ne sais pas comment. On appellera ça comme vous voulez. Vous mettez ça en commentaire, vous mettez vos questions, vos retours. Tout simplement, vous me contactez pour échanger sur tout ce qui est data science, maths, deep learning, machine learning. Ne vous privez pas. On est un passionné, je suppose. Et ce serait cool que vous me fassiez également vos suggestions, que vous me soumettez des sujets qu'on pourrait explorer et exploiter avec toute la panoplie qu'on a à nos dispositions, mathématiques, euh, programmation, algorithmes de machine learning, deep learning, tout, absolument tout. Pour moi, c'est un plaisir de vous retrouver à chaque fois dans ces différents cours. J'espère que c'est aussi votre cas. Et à bientôt pour une prochaine session, pour une prochaine vidéo. J'attends toujours vos questions et c'est ce qui me fait plaisir dans ce projet. Donc ce cours est totalement libre, à vous de le partager, à vous de l'optimiser également comme vous voulez. Excellente journée à vous.